J'ai vu le verre de Bordeaux voler vers moi comme une grenade artisanale, le liquide rubis éclaboussant ma peau, mes yeux, ma dignité, avant même que les mots traîtresse ne franchissent les lèvres de ma propre mère. Dans cette salle à manger étouffante de notre maison de banlieue parisienne, entourée des portraits jaunis de nos ancêtres qui semblaient nous juger du haut des murs, j'ai compris que l'amour familial n'était qu'une illusion fragile, un contrat verbal rompu par l'avidité. Et là, au milieu des cris et des pleurs fins, j'ai juré en silence, ils paieraient, non pas avec de l'argent, mais avec la destruction lente de tout ce qui les définissait, leur fierté, leur secret, leur unité factice. Ce n'était pas la première trahison, mais c'était la plus crue, la plus viscérale. Mon café, ce petit bijou niché dans le quartier du Marais à Paris, que j'avais bâti de mes mains tremblantes après des années de sacrifices, des nuits blanches à négocier avec des fournisseurs italiens, des matins à essuyer les larmes en servant des expressos à des âmes brisées comme la mienne, valait 180 000 € sur le marché, un trésor que j'avais arraché à la faillite familiale. Ils l'avaient toujours convoité, mes oncles, tantes, frères et sœurs, ces vautours en costume cravate qui venaient y siroter un café gratuit les dimanches, en murmurant des conseils empoisonnés sur comment rentabiliser mon rêve. Refuser de le leur céder, de le transformer en leur machine à cash, avait été mon premier acte de rébellion véritable. Et pour cela, ils m'avaient marqué du sceau du vin, comme une sorcière au Moyen-Âge. Mais la vengeance, oh, la vengeance est un art français, raffiné comme un vin d'exception, patient comme une vendange. Je n'ai pas crié ce soir-là. J'ai souri, essuyé le rouge de mes joues avec une serviette brodée par ma grand-mère, et levé mon propre verre en trinquant à l'unité familiale. Ils ont applaudi, pensant m'avoir brisé. Ils se trompaient. Dans les jours qui suivirent, alors que Paris s'éveillait sous un ciel de plomb hivernal, j'ai commencé à tisser ma toile. Pas avec des armes, non avec des mots, des souvenirs, des failles qu'ils ignoraient même existaient. Mon frère aîné, Antoine, le golden boy de la famille, avec son job de banquier à la Défense et ses maîtresses discrètes. Ma sœur Claire, l'avocate impeccable qui cachait un avortement secret sous ses tailleurs Chanel. Et ma mère, cette reine déchue qui avait dilapidé l'héritage de père en casino de Deauville. Chacun avait son ombre, et j'allais les exposer au grand jour, une par une, jusqu'à ce que leur empire de mensonges s'effondre. Les semaines après l'incident du vin ont été un tourbillon de normalité feinte. Je continuais à ouvrir mon café à l'aube, le parfum du café torréfié se mêlant à l'humidité des pavés du Marais, tandis que les Parisiens pressés venaient y chercher leur dose de caféine et de commérage. « Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage ?» demanda un jour Marie, ma barista fidèle, une Bretonne au rire contagieux qui avait fui les tempêtes de Quiberon pour les lumières de la capitale. Je haussai les épaules, inventant une histoire d'accident culinaire, un risotto trop enthousiaste, mais intérieurement, la brûlure du vin persistait, non pas sur ma peau, mais dans mon âme. Chaque soir, seul dans mon appartement exigu au-dessus du café, je relisais les emails familiaux archivés, ces missives hypocrites où ils me suppliaient de penser à l'héritage commun. L'héritage ? C'était mon sang, mon sueur, pas le leur. Antoine fut le premier à tomber dans mon piège. Mon frère aîné, avec son sourire carnassier et ses chemises sur mesure, m'avait toujours traité comme une petite sœur encombrante, bonne pour les services occasionnels, réparer un bouton de manchette, écouter ses plaintes sur sa femme frigide. Lors d'une de nos réconciliations forcées, un déjeuner aux Inques de chez Gladine dans le 13e, il avait lâché, entre deux gorgées de muscadet, « Écoute, Élise, ce café, c'est peanuts. Vends-le-moi, et je te fais une vie de rêve à Dubaï. » J'avais ri, jaune, et feint l'hésitation. Puis, discrètement, j'avais engagé un privé au pas un de ces détectives de série B, mais un ancien flic de la PJ, un type bourru nommé Laurent qui puait le tabac froid et la déception. Pour 500 €, il avait fouillé l'appartement d'Antoine pendant que celui-ci draguait une stagiaire à un séminaire. Les photos arrivèrent par mail anonyme, directement dans la boîte de sa femme, Sophie. Des clichés flous mais accablants, Antoine, nu comme un verre, enlaçant une rousse au sein siliconé dans leur lit conjugal, la chambre que j'avais aidé à décorer avec des rideaux provençaux. Sophie, cette blonde aux airs de bourgeoise de Neuilly, ne mit pas 2 jours à exploser. J'imaginais la scène, les assiettes volantes, les cris dans les couloirs feutrés de leur immeuble haussmannien. Antoine m'appela en pleurs le soir même, « Élise, c'est toi ? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Je feignis l'horreur, la compassion, mon pauvre frère, qui pourrait faire une chose pareille ? Peut-être une de tes conquêtes ? Il raccrocha, brisé, et je sentis le premier frisson de triomphe, un picotement électrique le long de ma colonne vertébrale, comme si le karma lui-même me tapotait l'épaule. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est une marathonienne,
usant les chairs par l'érosion constante. Claire, ma sœur cadette, fut plus délicate à cerner. Avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit des affaires, elle était la stratège de la famille, celle qui avait rédigé le plan pour racheter mon café à vil prix, arguant que j'étais instable financièrement après mon divorce. Son secret? Un avortement clandestin, 10 ans plus tôt, lors d'une liaison torride avec un associé marié. Elle l'avait enterré si profond que même nos parents l'ignoraient, mais j'avais surpris un appel téléphonique une nuit, alors qu'elle squattait mon appartement pendant une crise conjugale. C'était une erreur, Jean, une erreur que je porterai toujours, avait-elle murmuré, la voix brisée par des sanglots étouffés. Je n'ai pas balancé ça au tabloïd trop vulgaire, trop américain. Non, j'ai opté pour l'élégance française, une lettre anonyme à l'ordre des avocats, avec des copies de relevés médicaux falsifiés mais plausibles, suggérant que Claire avait caché des antécédents de santé mentale lors d'un dossier sensible. Le résultat? Une enquête interne, des ragots dans les couloirs du palais de justice, et une promotion envolée. Elle débarqua au café un après-midi pluvieux, le visage défait sous son chignon impeccable, les yeux rougis par des nuits sans sommeil. « Élise, je sais que c'est toi. Arrête ça, par pitié. » Je servis son cappuccino avec une cuillère d'écume en forme de cœur, et répondis d'une voix douce, « Claire, la famille, c'est fait pour se soutenir, non? Comme tu l'as fait pour moi en voulant me dépouiller. » Elle partit sans un mot, mais je vis la fissure s'élargir dans son armure. Ma mère, ma mère. Elle était le noyau pourri de tout ça. Veuve depuis que père s'était noyé dans une bouteille de cognac littéralement, lors d'une beuverie à Arcachon où elle régnait sur nous avec une ironie acérée et des dettes cachées. Le vin qu'elle m'avait lancé? Du Château Margaux 1982, une bouteille que père avait gardée pour les grandes occasions. L'occasion, pour elle, c'était de me rabaisser devant les oncles et tantes, ses cousins provinciaux venus de Lyon pour la curer. Son vice? Les casinos. Pas les néontapes à accent graveleuil de Las Vegas, mais les salles feutrées de Deauville, où elle perdait des fortunes en blackjack, finançant ses vices avec des prêts familiaux qu'elle remboursait en promesses. J'avais les preuves, des relevés bancaires subtilisés lors d'une visite l'innocente, montrant des retraits massifs, des chèques falsifiés au nom de père. Je commençais par des appels anonymes à ses créanciers, des murmures de « Madame Duval est insolvable, mais sa fille a un café rentable ». Puis, un article dans le Figaro Économie, rédigé par un freelance que j'avais payé sous le manteau, l'héritage familial en péril, dette de je menace un petit commerce parisien. Pas mon nom, bien sûr, mais le sien flottait comme une ombre. Elle m'appela un soir, la voix chevrotante, « Élise, ma chérie, on peut en reparler? Le café. C'est pour nous tous. » Je raccrochai doucement, imaginant ses mains arthritiques serrant le téléphone, ses yeux verts hérités de père remplis de panique pure. La famille se fissurait, et j'étais la maçonne qui retirait les pierres une à une. Pourtant, au milieu de cette tempête intérieure, il y avait des moments de doute. Tard le soir, quand le café fermait ses portes et que les chats errants du quartier miaulaient sous mes fenêtres, je me surprenais à pleurer. Était-ce de la justice, ou juste de la rage? Antoine m'avait appris à faire du vélo dans les ruelles de notre enfance à Vincennes, Claire avait partagé ses secrets de maquillage adolescente, mère m'avait bercé avec des chansons de Piaf. Mais l'avidité avait tout perverti. Il n'avait pas vu mon divorce comme une tragédie Marc, mon ex, ce prof de philo qui m'avait quitté pour une étudiante de 20 ans non, ils y avaient vu une opportunité, maintenant, vends le café, Élise, avant que tu ne t'effondres. Leur amour était conditionnel, un crédit à taux variable. Je décidai d'accélérer. Une réunion familiale était prévue pour Noël, dans la maison de campagne près de Fontainebleau, un manoir délabré que père avait acheté pour les souvenirs. J'y allais armé, non de vin, mais de dossiers. Des impressions, des enregistrements. J'avais microté la maison de mère lors d'une visite surprise. Le dîner fut tendu, les rires forcés autour de la dinde au marron. Puis, je levai mon verre, à la famille. Et à la vérité. Les écrans de mon téléphone projetés sur le mur via un câble HDMI improvisé, les dettes de mère, les infidélités d'Antoine, les mensonges de Claire. Le silence fut assourdissant, puis les hurlements. Salaud, cracha Antoine. Monstre, renifla Claire. Mère s'effondra en larmes. Pourquoi, Élise? Pourquoi nous détruire? Parce que vous m'avez déjà détruite, répondis-je, la voix calme comme la Seine en crue. Le vin sur mon visage? C'était votre baptême de feu. Maintenant, sentez la brûlure. Ils partirent dans la nuit,
laissant derrière eux des valises à moitié faites et un fantôme de famille. Moi? Je rentrai à Paris, ouvris le café le lendemain matin, et pour la première fois, le sourire aux lèvres était sincère. Mais la vengeance n'était pas finie. Il y avait encore les oncles, les tantes, et ce vide béant en moi qui hurlait pour plus. Les mois suivant Noël furent un exil volontaire. Paris, ma ville amour, se muait en un labyrinthe hostile où chaque coin de rue charriait un souvenir empoisonné. Le Marais, avec ses galeries d'art snob et ses cafés branchés, me rappelait constamment le mien, ce sanctuaire que j'avais failli perdre. Les clients fidèles, comme ce vieux libraire polonais qui commandait toujours un double espresso sans sucre, sentaient le changement en moi. Vous avez l'air d'une femme qui a vu l'enfer et en est revenue, mademoiselle Duval, me dit-il un jour, en pliant son parisien. Je ris, amer, l'enfer? C'est chez moi, monsieur Kowalski. Mais j'ai appris à danser avec le diable. Antoine fut le plus lent à craquer. Après le scandale, Sophie l'avait jeté dehors avec les enfants aux deux garnements blonds qui m'appelaient Tata Élise lors des Noëls passés. Il squatta un temps l'hôtel Ibis de la Défense, entre deux rendez-vous foireux où il tentait de recoller les pots cassés de sa carrière. Puis, il m'appela. Pas pour supplier, non pour négocier. Élise, écoute. On oublie tout. Je t'achète le café à prix fort. 200 000, cash. Sa voix au téléphone était rauque, imprégnée de whisky solitaire et de regrets. J'acceptai un rendez-vous au café, un après-midi où la lumière rasante du soleil d'avril filtrait à travers les vitraux restaurés, peignant le sol en mosaïques écarlates. Il arriva en taxi, les traits tirés, une barbe de 3 jours assombrissant son menton autrefois rasé de près. Tu as bonne mine, mentis-je en servant un café fumant. Il but en silence, les yeux rivés sur la machine à expresso, un monstre italien que j'avais importé moi-même, symbole de mon indépendance. Puis, il craqua, pourquoi, Élise? On était une famille. Père aurait voulu. Je l'interrompis d'un geste, sortant une enveloppe jaunie de sous le comptoir. Dedans, des lettres de père, écrites avant sa mort, où il confessait ses propres dettes de jeu, un vice hérité, qu'Antoine avait amplifié en spéculation boursière hasardeuse. Père voulait qu'on soit fort, pas des parasites. Tu m'as volé ça, Antoine. Avec tes conseils pour moderniser le café en franchise Starbucks. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois, je vis l'homme derrière le frère, vulnérable, un gamin de 45 ans perdu dans un costume trop large. J'ai tout perdu. Sophie demande le divorce, les gosses me haïssent. Les mots sortirent en cascade, un torrent de confessions où les maîtresses payaient avec des fonds clients, les bonus détournés, la peur viscérale de l'échec qui l'avait poussé à me cibler. Je l'écoutais, impassible, mais intérieurement, un tourbillon, pitié. Triomphe. Les deux se mélangeaient en une potion amère. Va-t'en, Antoine, dis-je enfin. Et n'approche plus de ma porte. Il partit, tête basse, mais pas avant d'avoir glissé un chèque sur le zinc à 50 000 €, pour les gosses. Je le déchirai devant lui, le cœur battant. Premier round à moi. Claire, elle, choisit la confrontation. Ma sœur, toujours si composée, débarqua un soir d'été, alors que le café débordait de touristes en short kaki, riant bruyamment à des blagues en anglais approximatif. Elle s'assit au fond, commande un thé vert pour les nerfs, ironisa-t-elle. Son tailleur était froissé, ses ongles rongés, signe d'une femme en déroute. Tu as gagné, Élise. Mon cabinet m'a mise à l'écart. Conflit d'intérêts, qu'ils disent. Mais on sait tous les deux que c'est toi. Sa voix était un mélange de défi et de désespoir, ses yeux verts comme les miens, comme ceux de mère implorant une trêve. Je m'assis en face, essuyant mes mains sur mon tablier taché de lait. Gagner? Claire, il n'y a pas de jeu. Juste des conséquences. Elle rit, un son creux, conséquences. Tu parles comme une psychopathe de polar. Rappelle-toi quand on était gamine, à Vincennes, à inventer des histoires de princesses vengeresses. Les souvenirs affluèrent, nous deux, sous les chênes du parc, fabriquant des couronnes de pâquerettes, jurant fidélité éternelle. Mais Claire avait brisé ça la première, en me piquant Marc à une fête étudiante pas sérieusement, juste pour tester, disait-elle. J'avais pardonné alors. Pas maintenant. Tes princesses sont mortes, Claire. Enterrées sous tes ambitions. Elle sortit alors son atout, une photo sur son téléphone, moi, ivre lors d'une soirée post-divorce, embrassant un barman lambda. Publie ça,
et ton café devient un repère de scandale. Menace puérile, mais elle toucha une corde sensible. Mon cœur se serra à la vulnérabilité, cette faille que je haïssais en moi. Pourtant, je souris, publie-la. Et joignit tes relevés médicaux. Voyons qui coule en premier. Elle pâlit, rangea le téléphone. Tu es monstrueuse. Non, Claire. Juste réveillée. Elle partit sous la pluie fine de juillet, et je sentis le poids de nos liens brisés comme une encre. Mère fut la plus insidieuse. Elle n'attaqua pas frontalement, elle infiltra. Des fleurs arrivèrent au café ou des roses blanches de chez le nôtre, accompagnées d'une carte, pardonne ta vieille folle de mère. Viens à Deauville. Je brûlai la carte, mais les fleurs restèrent, fanant lentement sur le comptoir, rappel constant. Puis, les appels, sa voix chevrotante, entrecoupée de tout, évoquant des souvenirs de père, les promenades sur la plage d'Arcachon, les rires autour des huîtres. Élise, ma chérie, la famille, c'est tout ce qu'il nous reste. Mensonge. Elle voulait le café pour refinancer ses dettes, je le savais. Un détective avait confirmé, nouveau prêt, signé à mon nom, via un notaire complice. Je cédai à l'invitation, par curiosité morbide. Deauville en août, casinos illuminés, plagistes en bikini, l'odeur saline de la mer se mêlant à celle des cigares. Elle m'attendait dans le lobby de l'hôtel Normandie, élégante dans une robe noire vintage, les cheveux teints en blond platine. Dîner au bord de l'eau, fruits de mer, vin blanc frais. Elle parla pendant des heures de regrets, de jeunesse perdue, de comment père l'avait sauvée et d'un mariage arrangé. Puis, la demande, vends-moi le café, Élise. Juste pour me renflouer. Je te rembourserai, sur mon honneur. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais d'avidité masquée. Je sortis les documents, contrats falsifiés, signatures apocryphes. Ton honneur, mère? Il vaut combien? Elle blêmit, puis rit un rire de gorgone. Tu es comme ton père, têtu jusqu'à la mort. La nuit tomba, et nous marchâmes sur la plage, le sable froid sous nos pieds nus. Pourquoi me haïr autant, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas, mère. Je libère. Le lendemain, je rentrai à Paris, laissant derrière moi un chèque pour ses dettes anonymes, via un virement. Pas par pitié, mais pour couper le dernier fil. La famille se délita en silence. Antoine divorça, s'exila à Lisbonne pour un job minable. Claire démissionna, ouvrit un cabinet en province, près de Toulouse, loin des spotlights. Mère vendit la maison de Fontainebleau pour payer ses créanciers, s'installant dans un studio à Montmartre, entouré de chats errants. Moi? Le café prospérait, nouveau nom au l'éveil, nouveau menu avec des infusions bio. Mais les nuits étaient hantées. Rêve où le vin coulait à flots, où leur visage se fondait en un masque grotesque. Étais-je vengeresse ou victime? La ligne s'effaçait. Puis, un appel inattendu, un oncle, le patriarche lyonnais, proposait une trêve familiale. Une réunion à Lyon, dans la maison familiale des Bouchers. Tentation? Ou piège? Je réservais un TGV, le cœur serré. La revanche n'était pas finie, elle évoluait. Lyon m'accueillit sous un ciel d'automne chargé de nuages bas, la Saône et le Rhône se croisant comme des serpents paresseux, indifférents aux drames humains. La maison des oncles, un hôtel particulier du 18e dans la presqu'île, exhalait encore l'odeur des saucisses et des fromages affinés ou héritage des bouchers que notre lignée avait été avant que l'ambition ne nous disperse. L'oncle Henri, le doyen bedonnant aux moustaches grisonnantes, m'embrassa sur les deux joues avec une vigueur feinte, Élise, ma nièce. Tu nous as manqué. Mensonge poli, comme un bon vin de la région. La tablée était imposante, 20 personnes, cousins, tantes, même des arrière-grands que je n'avais pas vus depuis l'enterrement de père. Plat lyonnais cascadant en quenelle sauce nantois, tablier de sapeur aux lentilles et vin coulant à foison. Ils évitaient mon regard, ou le posaient avec une pitié calculée. On a tous fait des erreurs, murmura tante Louise, une veuve aux bijoux clinquants. Erreur? Ils avaient comploté pour me dépouiller, transformant mon café en leur fonds de pension. Mais je souris, trinquant à l'avenir radieux. La nuit, dans la chambre d'amis aux tapisseries fanées, je déployais mon plan B. Pas de scandale public cette fois, au trop risqué dans ce nid de vipères. Non, de la psychologie pure, cette arme française par excellence, affinée par des siècles de salons littéraires et de duels verbaux. J'avais étudié leurs failles via des recherches discrètes, l'oncle Henri, ruiné par des investissements foireux en vignes bourguignonnes, la tante Louise,
impliqués dans un trafic de tableaux volés pendant la guerre, les cousins, endettés par des vies de façade de voitures de luxe, école privée pour des enfants médiocres. Le lendemain, une promenade digestive le long des quais. Je marchais aux côtés d'Henri, feignant l'intérêt pour ses anecdotes sur les bouchons lyonnais. Tonton, tu sais, le café. Il m'a sauvé. Mais j'ai appris des choses sur Père. J'évoquais alors les lettres, ses dettes secrètes, semant le doute, il n'aurait pas voulu qu'on se déchire pour de l'argent sale. Henri pâlit, balbutia. Le soir, lors du bridge familial, je glissai à Louise une photo photoshopée à un tableau nazi en sa possession. Garde ça pour toi, tante. Ou pas? Les murmures s'amplifièrent, les alliances se fissurèrent. De retour à Paris, les retombées arrivèrent par bribes. Un email d'Henri, Élise, rentrons en possession du café. On te laisse tranquille. Offre empoisonnée. Je répondis par un silence, mais activai le phase suivante, un podcast anonyme sur Spotify, Les ombres familiales, narré d'une voix voilée la mienne, déformée par un logiciel. Épisode court, incisif, comment l'avidité ronge les liens du sang, avec des anecdotes voilées mais reconnaissables. Les downloads explosèrent dans les cercles bourgeois lyonnais, les ragots firent le reste. Un cousin m'appela, furieux, c'est toi, cette salope? Tu nous ruines. Le doute s'insinua en moi comme une brume matinale sur la Seine. Étais-je en train de devenir manipulatrice, impitoyable? Une nuit, après avoir fermé le café, je m'assis au comptoir, un verre de Calvados à la main, et appelai Marc, mon ex. Élise? Ça fait un bail. Sa voix, chaude encore, me transperça. Je lui racontai tout le vin, la vengeance, le vide. Tu te venges sur des fantômes, Élise. La famille est toxique, mais toi? Tu es plus que ça. Ces mots, simples, me firent éclater en sanglots. Première fissure dans mon armure. Pourtant, je persistais. Claire revint à la charge, via un avocat ou une sommation pour diffamation. Je ripostai par un contre-procès, creusant ses propres mensonges professionnels. Le juge, un vieux renard du 17e arrondissement, classa l'affaire sans suite, mais les frais l'éreintèrent. Antoine, depuis Lisbonne, envoya des photos de ses enfants, pour toi, tata. Ne les implique pas. Cœur serré, je les affichai sur le mur du café, un rappel humain au milieu du chaos. Mère, elle, frappe à bas. Une lettre manuscrite, arrivée par la poste, je sais ton secret, Élise. Ton avortement après Marc. Si tu continues, je le crie sur les toits. Panique. Pas un avortement ou une fausse couche, tragédie privée que j'avais confiée à personne. Comment savait-elle? Une fouille dans mes affaires, sans doute. Je la confrontai au téléphone, voix tremblante, mère, c'est bas, même pour toi. Elle rit, la vengeance est un plat qui se mange froid, ma fille. Tu me l'as appris. La spirale s'accéléra. Le café attira des clients curieux aux journalistes freelance flairant le scandale familial. Un article dans Libération, la guerre du café, une fratrie parisienne en lambeaux. Mon anonymat vola en éclats, les regards se firent inquisiteurs. Marie, ma barista, me serra dans ses bras, patronne, arrête. Tu vaux mieux que ça. Peut-être. Mais le feu était allumé, l'éteindre demandait du courage que je n'avais pas encore. Un soir d'hiver, alors que la neige saupoudrait les toits de zinc, un inconnu entra, grand, écharpe au vent, yeux verts comme les miens. Élise Duval? Mon cœur s'arrêta. Père? Non, un cousin éloigné, venu négocier la paix. Mais derrière lui, l'ombre de la famille entière. La bataille finale approchait, et j'allais y plonger tête la première. La neige de décembre transforma Paris en un conte de fées macabres, les lumières des Champs-Élysées scintillant comme des yeux moqueurs sur mes errances nocturnes. Le café et l'éveil fermaient plutôt désormais, les clients désertant pour des bistrots anonymes, fuyant le miasme du scandale. J'errais seul, emmitouflé dans un manteau usé, remontant la rue des Rosiers où les falafels fumants tentaient vainement de réchauffer les âmes. Les appels s'enchaînaient, numéros masqués, voix déformées exigeant la paix ou la ruine. La famille contre-attaquait, unis dans la survie comme des rats dans un égout. Le cousin, Julien, un trentenaire au physique de rugbyman lyonnais, tatoué sous son pull en cachemire revint le lendemain de sa première visite. Il s'installa au comptoir, commanda un chocolat chaud pour se réchauffer l'âme, et planta ses yeux dans les miens, Élise, oncle Henri est mourant. Cancer du foie,
ironie du sort avec nos vins familiaux. Il veut te voir avant de partir. Le choc me cloua sur place, une lame froide dans les entrailles. Henri, le patriarche bourru qui m'avait appris à peler des oignons sans pleurer lors des fêtes de Pâques, réduite à un sac d'os. Je refusai d'abord, la gorge nouée. Mais Julien insista, doux comme un piège, c'est ta chance de clore le chapitre. Pas pour eux, pour toi. Le TGV pour Lyon fut un voyage introspectif, bercé par le ronron des rails, je revivais les Noëls d'antan, Henri distribuant des sous de Noël, sa moustache frémissant de rire. À l'hôpital Édouard Herriot, l'air stérile puait la mort imminente. Il gisait là, jaunâtre, branché à des machines bipant comme des horloges détraquées. Élise. Ma petite, murmura-t-il, la main tremblante cherchant la mienne. Les mots coulèrent, regret pour le complot, aveu sur les dettes qui avaient miné père, amour tordu pour une nièce qu'il voyait comme une battante. Pardonne, ou pas. Mais vie. Je pleurais, non de pitié, mais de libération, la première vraie depuis le 20. De retour, la trêve fut fragile. Antoine rappliqua d'un vol le coste, amaigri, les yeux creux. Les gosses veulent te voir, Élise. Laisse-moi les amener. J'acceptai, et ce fut un dimanche au jardin des Tuileries, sous un soleil pâle. Les petits, 8 et 10 ans, coururent vers moi avec des cris de joie, « Tata. On t'a apporté un dessin. » Un gribouillis de famille heureuse, café au centre. Antoine observait, distant. Je vends tout, Élise. L'appart, la bagnole. Pour recommencer. Sa vulnérabilité me désarma, je lui offris un café gratuit, et une conversation au pas de vengeance, juste des frères et sœurs brisés. On était des idiots, admit-il. Père nous a gâtés pourris avec ses silences. Claire surgit alors, inattendue, lors d'une fermeture tardive. Pleuvait des cordes, elle entra trempée, sans parapluie. Je suis enceinte, Élise. De mon nouveau mec, un prof de droit à Toulouse. Et j'ai peur. Aveu brut, comme un uppercut. Elle s'effondra sur une chaise, confessant la terreur de la maternité après son passé. Je la serrai contre moi, l'odeur de son parfum Chanel se mêlant à la pluie. Tu seras une bonne mère, Claire. Mieux que la nôtre. On parla des heures de nos enfances volées, de comment l'ambition nous avait mués en monstres. Le café? Laisse-le-moi l'acheter, pour de vrai. Partenariat, papillage. J'hésitai, puis hochai la tête. Première alliance. Mère fut la cerise empoisonnée. Elle débarqua un matin de janvier, valise à la main, annonçant « Je viens vivre ici. À Paris, près de toi. » Le studio de Montmartre était trop solitaire, prétendait-elle. Je la laissai squatter l'appartement du dessus, temporairement. Les dîners étaient tendus, pâte al dente, vin modéré, silence lourd. Puis, une nuit, elle craqua, j'ai toujours su pour ta fausse couche. J'étais là, Élise, à l'hôpital, cachée. J'ai eu peur pour toi. Révélation qui me frappa comme un raz-de-marée. Pas de chantage, amour maladroit, étouffé par la honte. On pleura ensemble, pour la première fois depuis des lustres, sous le toit de tuiles parisiennes. La famille se reforma, bancale, réunion sporadique, sans vin rouge. Antoine ramena les gosses, Claire envoya des échos, bébé prévu pour mai. Henri mourut paisiblement, à l'enterrement, on se tint la main, un cercle fragile. Le café devint le hub l'éveil familial, avec Antoine gérant les comptes, Claire conseillant légalement. Mais sous la surface, les cicatrices suintaient. Étais-je pardonné? Ou juste toléré? Un soir de printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, un client inconnu glissa une note, le vin n'était que le début. Attention à tes arrières. Menace anonyme. La vengeance n'était pas morte, elle mutait. Qui? Un oncle rancunier? Ou pire, un fantôme de moi-même? Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse, les parcs explosant en verdure tandis que mon monde intérieur restait un hiver perpétuel. La note anonyme brûlait dans ma poche comme un charbon ardent, le vin n'était que le début, un écho moqueur à mon propre serment de revanche. Qui l'avait glissé sous la porte du café? Les habitués défilaient, ignorants, un couple de touristes japonais photographiant leur latar, un écrivain freelance tapant furieusement sur son Mac. Mais moi, je scrutais chaque visage, cherchant l'ombre du traître. Antoine, en pleine rédemption forcée, proposa d'installer une caméra de surveillance.
Pour la sécu, Élise. Pas de parano. Il avait rapatrié sa famille à Paris, louant un 2 pièces près de Bastille, et les dimanches étaient devenus rituels, brunch au café, avec crêpes bretonnes et confidences. Les gosses, ces anges blonds, dessinaient des familles idéalisées où nous tous, main dans la main autour d'une tasse géante. Pourtant, lors d'un de ces repas, il avoua « J'ai reçu la même note, Élise. Chez moi. » Convergence sinistre. Claire, interrogée par visio depuis Toulouse, confirma « Moi aussi. » Et un appel, voix déguisée, parlant de justice divine. Mère, dans son rôle de matriarche repentie, fouilla ses vieux carnets. C'est peut-être Raoul, le frère de ton père. Il a toujours eu un faible pour les drames. Raoul, l'oncle exilé en Provence après un scandale de fraude fiscale dans les années 90. J'engageai à nouveau Laurent, le détective, qui creusa. Raoul vivait reclus à Aix-en-Provence, vigneron raté, aigri par l'héritage qu'il estimait lui revenir. Les preuves affluèrent, post-rageurs sur des forums obscurs, menaçant la lignée Duval de révélations explosives d'un secret de père, peut-être une paternité illégitime. Je décidai de l'affronter, seul. TGV pour Marseille, puis location de voiture ou une Fiat cabossée filant sur l'autoroute du Soleil, le Mistral fouettant mes tempes. Aix m'accueillit avec ses fontaines baroques et ses marchés provençaux odorants d'herbe. Raoul habitait une masse isolée près des Calanques, vigne en friche entourant une bâtisse de pierre ocre. Il m'ouvrit la porte en chemise à carreaux, un verre de rosé à la main, les yeux injectés de vin et de haine. Élise. La vengeresse en personne. Pas de surprise, il savait. Le face-à-face fut un duel de mots, assis sous un olivier centenaire, le soleil cognant comme un marteau. Il cracha son fiel, père l'avait spolié d'une part d'héritage pour protéger la famille, le forçant à l'exil. Le complot pour le café? Son idée, souffler aux oncles pour d'équilibrer les comptes. Les notes? Sa revanche mesquine. Tu as ouvert la boîte de Pandore, nièce. Maintenant, sens le chaos. Il révéla alors le secret, moi, Élise Duval, n'étais pas la fille de père. Une liaison de mère, avant le mariage de mon vrai père, un artiste flamand mort jeune. Preuve, un test ADN qu'il avait fait en secret, via un cheveu subtilisé lors d'une réunion. Le monde vacilla. Pas de père? Les souvenirs, ses mains calleuses m'apprenant la bicyclette, ses rires tonitruants n'étaient qu'un mensonge? Je hurlai, le frappai au torse, salaud. Tu détruis tout. Il rit, amer, comme tu l'as fait. Je partis en trombe, laissant derrière moi un homme brisé, mais victorieux. De retour à Paris, je confrontai mère. Dis-moi que c'est faux. Elle pleura, confirma, pour te protéger, Élise. Ton père t'a aimé comme sienne. Choc tellurique. La famille, déjà fragile, s'effrita davantage. Antoine, apprenant la nouvelle, organisa une thérapie familiale session avec une psy de Neuilly, une femme aux lunettes cerclées d'or nommée Docteur Lefebvre. Cercle de parole dans un salon lambrissé, confession, pleurs, accusations. Claire accoucha prématurément d'une fille, Élise en mon honneur? Et ça nous unit, brièvement. Mère avoua ses jeux comme une addiction née de la solitude post-père. Moi? Je parlais du vin, de la rage qui m'avait consumé. J'ai voulu les brûler pour ne pas brûler seul. Mais Raoul n'arrêta pas. Des fuites, articles en ligne sur le bâtard des Duval, ragots dans la presse people. Le café chuta en chiffre d'affaires, clients fuyant le drame. Je fermai une semaine, pour réfléchir. Balade solitaire au Père-Lachaise, parmi les tombes de Molière et Piaf, cherchant des réponses dans la pierre froide. Marc réapparut, par hasard ou pas? Lors d'une expo à Beaubourg. Élise, tu as l'air d'une tempête en bouteille. On dîna, rit, et pour une nuit, je fus entière. La contre-attaque vint de l'intérieur. Avec Antoine, on traqua Raoul, preuve de ses fraudes persistantes, dénonciation anonyme aux impôts. Il fut arrêté pour évasion fiscale, son mas saisi. Paix? Non, juste une pause. La famille se réassembla pour Noël, cette fois à Paris, au café décoré de guirlandes. Rire forcé, mais vrai. Pourtant, au toast final, mère murmura, le vin nous a changés tous. Oui. Mais la cicatrice persistait. Un nouveau twist, une lettre de Raoul, de prison. Le vrai secret? Ton père biologique est vivant. À Amsterdam. Cliffhanger.
La quête recommençait. Amsterdam m'appela comme un mirage nordique, ses canaux miroitant sous un ciel hollandais perpétuellement gris, promesse de vérités enfouies. Printemps 2026 touchait à sa fin, Paris s'embellissait de lilas tandis que je bouclais une valise, le cœur un point serré. La lettre de Raoul, griffonnée sur papier prison rayé, brûlait, ton père, Jean Van der Meer, artiste raté, vit incognito dans le Jordan. Il sait pour toi. Mère avait nié, juré l'ignorance, mais ses yeux fuyants trahissaient. Antoine insista pour m'accompagner, on affronte ça ensemble, frangine. Claire, avec bébé Élise au sein, envoya un texto, sois forte. Pour nous. Le vol fut court, turbulent, atterrissage sous une pluie fine qui lavait les péchés. Amsterdam, vélo filant comme des flèches, coffee shop exhalant des herbes suspectes, Anne Frank House rappelant que les secrets familiaux pâlissaient face aux horreurs collectives. On loua un bateau-mouche sur un canal, dormant bercé par l'eau, Antoine ronflant comme un marin. Le lendemain, recherche, Jean Van der Meer, peintre abstrait des années 70, exposé jadis à la Stedelijk, puis effacé par l'alcool et l'oubli. Adresse, un grenier branlant dans le Jordan, quartier bohème aux façades penchées. On frappa à la porte écaillée, cœur battant. Une femme ouvrit et échevelée, soixantaine, odeur de térébenthine. Jean. Il est indisposé. Mais il surgit, ombre voûtée, cheveux blancs en bataille, yeux bleus perçant au miroir des miens, sans le verre du Val. Élise. Sa voix, accent flamand roulant comme du gravel, me transperça. Pas de surprise, il savait. Café noir dans des tasses ébréchées, toiles inachevées entassées comme des regrets. L'histoire coula, rencontre avec mère à Paris, 1980, expo d'art où elle posait en muse pour un ami. Passion fulgurante, puis fuite lui, fuyant ses démons, elle, enceinte, épousant père pour stabilité. Je t'ai vu grandir de loin, avoua-t-il, sortant un album jauni, photo volée, moi enfant au parc de Vincennes, adolescente au café naissant. Ton sourire. Comme le sien, mais plus fort. Larmes coulèrent, mienne et sienne. Pas d'excuses larmoyantes, juste une reconnaissance brute. Pourquoi ne pas venir, demandai-je. Peur. Et orgueil d'artiste. Antoine, silencieux jusque-là, posa une main sur son épaule, bienvenue dans la folie du Val, Jean. Rire partagé, premier pont. De retour, intégration chaotique. Jean s'installa à Paris, atelier loué à Montparnasse, peignant des toiles cathartiques familles éclatées en éclats de couleurs. Mère le rencontra lors d'un dîner tendu, regard croisé, non haine, mais nostalgie. Tu m'as brisé, Jean. Et toi, sauvé. Claire baptisa bébé Élise en notre présence élargie, église Saint-Sulpice bruissant de murmures. Antoine relança sa carrière, coaching financier pour PME, aidant le café à renaître. Moi? J'écrivis un journal devenu livre, Le vin de la vengeance, anonyme au départ, best-seller discret. Mais les ombres persistaient. Raoul, libéré sous caution, tenta un dernier coup, chantage pour de l'argent, via un avocat véreux. On le neutralisa légalement, Claire en tête. La famille, patchwork désormais, se réunissait 120 rouges aux bulles de champagne pour célébrer les victoires. Un soir d'été, sur la terrasse du café, sous les étoiles parisiennes, Jean leva son verre à Élise, qui a transformé la rage en renaissance. Je souris, le vin blanc, léger au coulant doux. Pourtant, dans le calme, le doute, étais-je guéri? Les cicatrices, tatouages invisibles, rappelaient que la revanche avait coûté cher aux innocences perdues, lien forgé dans le feu. Mais en regardant Antoine taquiner les gosses, Claire bercer sa fille, mère rire avec Jean, je sus, la vraie victoire était cette famille recomposée, imparfaite, vivante. Le café bourdonnait, parfum de vie, Paris, indifférente, continuait son ballet. Et moi, Élise Duval ou Van der Meer? J'avançais, plus forte, le goût du vin effacé par celui du café frais.